Comme tout à l'heure, on va procéder à un petit jeu de questions-réponses si vous voulez bien. Vous dans la salle, vous n'hésitez pas, vous levez la main, vous connaissez le principe maintenant. Et puis vous qui nous regardez via vos écrans, dans le chat, il y a déjà quelques questions, mais vous pouvez continuer. Je précise, je voulais simplement répondre à Cyriac Lemonnier. Vous avez posé une question, Monsieur Lemonnier, sur la première partie. J'essaierai de... J'ai vu que Monsieur Langlois était rentré dans la salle. Je ne sais pas s'il est encore là. Où est-il ? Tout à l'heure, je vous poserai une question qui a un rapport avec le début, voilà, le début de notre journée. En attendant, donc, pour nos deux intervenants, M. Bess et Mme Bourcard, des questions dans le chat de Sonia Ratineau et de Jean-Yves Eloux, à peu près la même question. Quels sont les dispositifs que vous avez utilisés pour prélever la fraction particulière et gazeuse dans le travail que vous nous avez présenté ? Et M. Eloux nous dit même question, surtout pour la fraction gazeuse, technique, support et substance mesurée suivant le type de fluide d'usinage. Alors là, c'est une bonne question, je dirais. Alors, je ne peux pas vraiment répondre parce que ce n'est pas moi qui ai fait les mesures, mais je sais que, bon, pour ce qui est de la fraction particulière, en fait, c'est la méthode de référence, donc celle qui est la méthode métropole. Et alors, la fraction gazeuse, alors le détail exact, je ne sais pas, mais c'est à l'aide d'un tube adsorbant, ça je peux dire, mais quelle matière, je ne pourrais pas vous renseigner, je ne sais pas. Pour que je comprenne bien, on a mesuré deux choses. Vous nous l'avez dit, la fraction particulière et la fraction gazeuse. En fait, c'est la somme des deux. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, on va faire ça systématiquement ? Écoutez, mais non, justement, ce qu'on a vu justement ce matin et ce que l'on verra cet après-midi, c'est de pouvoir tendre à mesurer les deux fractions séparément. Et surtout, pour nous, ce qui nous intéresserait, c'est surtout la fraction gazeuse, puisqu'on a l'impression quand même qu'il se passe des choses avec ça, avec cette fraction. On sait bien que dans les deux fractions, on n'observe pas les mêmes éléments. Donc, pour nous, c'est très important d'avoir cette fraction gazeuse et de pouvoir faire de nouvelles études en prenant cette fraction, oui, en allant un peu plus loin. Élie Langlois. Je voulais apporter la précision concernant le support. C'est une résine XAD2 qui a été utilisée pour prélever la phase gazeuse. Voilà. Et effectivement, comme tu précisais, une étude en cours actuellement pour développer une méthode qui combinera à la fois le prélèvement de l'aérosol et des gaz sur le même principe que les fumées de bitume pour les brouillards d'huile également. Je propose de garder le micro parce qu'il y aura peut-être des questions qui nécessiteront votre intervention. Une question de Laurent Deronne, toujours pour Madame Bourcard. Merci pour votre présentation et l'ensemble du travail. Vous avez mentionné pour les résultats de la fraction particulière 10% du dépassement d'une valeur recommandée. De combien c'était ? De 500 microgrammes par mètre cube, oui. Alors, quel est le référentiel utilisé pour cette valeur recommandée ? Est-ce que vos résultats n'incitent pas à modifier rapidement cette valeur, notamment parce que vous nous l'avez montré, la fraction gazeuse sera de toute façon impliquante sur les effets ? Alors bon, ce que j'ai parlé, donc la valeur de référence, c'est donc pour la fraction particulière et c'est la valeur recommandée de la CNAM. Pour la fraction gazeuse, il n'y a pas de valeur de référence. Mais effectivement, on constate que les concentrations sont très importantes. Alors pour l'instant, effectivement, donc il y a probablement des choses encore à faire sur cette partie, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Alors Sonia Ratineau demande une petite précision. Merci à vous pour les réponses. Une idée de la date de sortie de cette nouvelle méthode de prélèvement particulière et gazeux. Monsieur Langlois, est-ce qu'on a la date de sortie en avant-première pour cette journée technique ? Non, on n'a pas de date encore officielle à dévoiler, mais bon, les travaux sont quand même en cours et bien avancés. On espère quand même sur l'année 2023. Merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions dans la salle, vous me faites signe. On vous amènera un micro. N'hésitez pas. Question pour Vincent Bess. C'est une question de Stéphia Gustave. J'espère que je n'accroche pas vos noms et vos prénoms. Les travaux routiers. Pour les travaux routiers, avez-vous pu identifier les composants du bitume analysé ? Les composants du bitume analysé. Alors, l'idée n'était pas de... Encore une fois, je me répète par rapport à la présentation, mais l'idée, c'était pas de viser certaines substances, c'était vraiment d'avoir un indice global. Donc sur l'HPLC, de ne pas aller rechercher un seul pic, mais d'aller chercher l'air sur toute la gamme sur tous les pics, en fait. D'avoir une enveloppe globale. Donc c'était vraiment pas d'aller chercher une substance. Question de Pascal Pierdet. Cette méthodologie sur les bitumes permet de se concentrer sur l'efficacité des actions. Point positif. Néanmoins,
Attention, il y a un néanmoins. Elle occulte totalement le risque d'exposition aux CMR. Que sont les CMR ? Est-ce que vous pouvez me préciser cela ? Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Alors que nous avons un suivi réglementaire des salariés à réaliser pour ces substances, en cas de maladie professionnelle, cela ne risque-t-il pas d'être reproché à l'employeur ? Alors, on continue quand même à faire les mesures benzoapyrène, naphthalène, etc. Donc, ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Les mesures réglementaires sont bien évidemment à réaliser, ça ne pose pas de problème. Néanmoins, comme je l'expliquais au début, les VLEP sur le benzoapyrène sont ont même systématiquement respectés lorsqu'on fait des mesures, puisque, on va dire, sur le bitume, encore une fois, on a 1000 fois moins en concentration d'HAP que dans le goudron. Donc l'idée, c'était vraiment d'avancer sur autre chose et justement de mettre l'accent sur les moyens de prévention via cette méthode. Une question dans la salle ? Alors oui, on va commencer par Monsieur le Président. Bernard Salingro. Oui, merci. C'est côté pratique. À partir de quelle distance du finisher il faut avoir le réflexe de mesurer la concentration d'aérosols semi-volatiles? Est-ce que l'ouvrier qui est sur le finisher, c'est la machine qui étale le goudron, hein? Enfin, le goudron, non, le bitume, pardon. Voilà. Donc, celui qui est dessus, oui. Celui qui est derrière à 50 cm, oui. Mais celui qui est à 10 mètres, est-ce que ça vaut le coup de faire un prélèvement? Alors, je ne me souviens plus du dépouillement, on va dire, de toutes les données. En fait, on a fait quand même une évaluation globale sur les chantiers. Forcément, les personnes bougent. Voilà, ils ne sont pas tout le temps à 2 mètres. Parfois, ils se retrouvent à 10, etc. Il faudrait redépouiller l'ensemble des données pour voir. Mais je pense de toute façon qu'on ne peut pas catégoriser les personnes à 10 mètres ou à 2 mètres. Ça va être les personnes dans l'emprise du chantier. C'est en fonction de leur tâche de travail. Mais ils sont capables d'aller de faire 20 mètres. Donc, on peut pas comme ça définir, je pense. Il y en a qui sont attachés au finisher, quand même. Oui, il y en a qui sont plus proches, effectivement. Le finisher, c'est celui qui regarde derrière, c'est ça, et donc le plus exposé, non, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Non, le finisher, en fait, c'est la machine. Ah, c'est il est sur la machine et il fait les réglages. Pardon. Voilà. Mais il y a des gens qui sont plus proches, effectivement. Après, alors j'ai pas les données, pour être précis. J'ai pas de les données en tête. cartographie. J'ai pas les données en tête. Par contre, c'est peut-être quelque chose à regarder dans la future campagne, d'avoir des données plus précises par rapport à la distance. Mais effectivement, en toute logique, la personne qui est plus loin doit être moins exposée, mais en toute logique. Alors, pendant qu'on amène un micro derrière vous, parce qu'il y a 2 questions derrière Monsieur le Président, une question de Laurent Derome sur le chat. Avez-vous des résultats similaires avec des bitumes utilisant des parties de recyclés? Et si oui, voyez-vous les mêmes substances pour les mêmes conséquences? Alors ça avait été abordé dans un article de la RGRA ou de HST en 2015, justement à la genèse du projet MUR, qui est un projet en fait où la profession essaye d'intégrer de plus en plus de produits recyclés. De ce que je me rappelle, jusqu'à 30%, il n'y avait pas de différence significative avec des bitumes, des enrobés sans recycler. Question de monsieur. Qui est étudiant, vous vous êtes présenté tout à l'heure, monsieur. Voilà. Du coup, moi, c'est une question sur la présentation d'avant. Et du coup, c'était pour demander si c'était possible d'utiliser vos biomarqueurs à but préventif pour les employés, ou c'est très axé recherche et ça, c'est pas encore reconnu par le médical. Oui, en fait, vous avez répondu à la question. Effectivement, ce sont des biomarqueurs à visée recherche. On ne peut pas les utiliser chez les travailleurs parce qu'on n'a pas de valeur de référence à partir de laquelle on pourrait dire cette concentration, attention, elle peut entraîner telle chose. C'est vraiment des biomarqueurs de recherche. Il faut savoir que c'est vraiment des premières modifications dans l'organisme. Ça ne veut absolument pas dire que cette personne qui a des biomarqueurs à ce niveau-là nécessairement aura une pathologie ou présentera un symptôme. Donc c'est vraiment c'est précurseur, c'est vraiment précoce dans le développement, dans des modifications biologiques qui peuvent nous servir en recherche, mais pas en médecine du travail, par exemple. Je crois qu'il y a une question à côté de vous, monsieur. Quelqu'un avait demandé le micro? Non? Alors, toujours une question pour Madame Burkhardt, une question de Laurent Derome. Pourrions-nous disposer de la publication de votre étude? Est-ce que c'est publié? Oui. Alors, écoutez, on y travaille. Actuellement, on a quelques publications qui sont déjà sorties.
principalement, je dirais, sur le protocole d'études et puis sur un autre aspect de l'exposition professionnelle qui avait été faite, c'est-à-dire mesurer le potentiel oxydant. Donc ça, ce sont des choses qui sont déjà sorties. Actuellement, plusieurs papiers sont en cours de rédaction. Donc il y a un papier sur les symptômes respiratoires, un autre sur tout ce qui est marqueur de génotoxicité, et puis un autre sur les expositions professionnelles. C'est peut-être probablement celui-là qui va bientôt paraître, mais un petit peu de patience. On est en train justement de travailler dessus. Pas de date de sortie non plus. Non, pas de date, mais j'espère... bon, le papier sur les expos, j'espère en 2023, oui, au moins celui-là. Eddy Langlois, une question pour vous de Madame Lamotte qui tout à l'heure a posé une question sur les cires. Elle vous remercie pour la référence que vous avez donnée tout à l'heure. Et en 2 mots, me conseillez-vous de faire déclarer en CMR les entreprises que je suis et qui utilisent ces procédés, ainsi que celles qui font de l'usinage métallique? Là encore, une bonne question. À partir du moment, pour répondre à la question qui a été posée, c'est comment effectivement identifier la présence et prendre en compte la présence de composés CMR. Donc, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais on a une base de données sur le site INRS, qui est la base de données plastique, dans laquelle on trouve tous les produits toxiques qui sont émis lors de la mise en œuvre des matériaux plastiques, et ceci selon les types de procédés et selon les types de matériaux. Donc à partir du moment où effectivement la base de données identifie qu'un composé CMR est présent potentiellement dans les émissions, effectivement il faut prendre en compte le risque cancérogène, enfin le risque CMR, et mettre en place toute la stratégie de prévention qui convient avec. Question de Sylvain Etiamble. Il a été abordé les notions de risque aux effets, les risques et effets des expositions aux ASV, aux aérosols semi-volatiles, mais quid des composés biologiques aérotransportés, notamment lors de l'usinage des métaux? La nouvelle méthodologie n'est pas discriminante, donc les ASV, particules et vapeurs, prélevés et mesurés, il y a sommation des agents chimiques et biologiques. Est-ce que c'est bon ça? Effectivement, oui, l'aspect microbio est très important en fait dans les fluides de coupe. Dans cette étude, effectivement, on n'a pas mesuré malheureusement ces micro-organismes, les concentrations de ces micro-organismes. Mais je pense que voilà, donc si une prochaine étude devait se faire, je pense qu'il faut absolument tenir compte de ces concentrations. Oui, qui est vraiment une problématique importante pour les fluides de coupe. Oui. Alors, question de Nathalie Loquet. Je ne sais pas lequel de vous deux peut répondre, peut-être les deux. Nathalie Loquet est préventeur à l'INSERM. Comme cela a été fait pour les bitumes, est-ce que ce type de prélèvement pourrait être appliqué pour d'autres cas? Je pense en particulier dans les laboratoires de recherche. J'ai régulièrement des questions sur le sujet, résine, acrylate par exemple. Monsieur Besse? Je dirais oui, de toute façon c'est applicable, je m'avance un peu, mais je pense que c'est applicable à toutes les substances pour lesquelles vous n'avez pas forcément d'indicateur, mais que, on va dire, si vous avez des moyens de prévention qui sont très disparates dans une profession, ça peut vous permettre justement de mettre un indicateur très précis pour vous dire si vous faites partie des bons élèves ou des moins bons élèves. Je pense que c'est totalement ça. C'était l'objet de notre travail et vous pouvez l'appliquer un peu partout. Il y a une obligation pour les entreprises de faire d'exposer de toute façon le moins possible leurs salariés. D'accord. Mais toutes les entreprises jouent le jeu, c'est pas une obligation, c'est du volontariat, j'imagine, pour les entreprises. Pour la partie pour BTP Route de France. Pour Route de France, oui. Oui, c'est pas forcément une obligation, mais la grande majorité des entreprises jouent le jeu de toute façon. Et puis c'est dans l'intérêt de toutes les entreprises. Y a-t-il une question dans la salle sur cette deuxième partie? Monsieur le Président, vous dites que c'est une obligation, c'est ça? Vous venez de préciser. C'est une obligation de santé, de toute façon. Je vous ai entendu, effectivement. Donc je vais me tourner vers Eddy Langlois et nous allons revenir à la première partie de matinée et la question de Cyriaque Lemonnier. Dans quel process éventuellement pourrait-on trouver le styrène sous forme de substance semi-volatile? Le styrène? Alors le styrène, on pourra le trouver sous l'aspect semi-volatile, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour tout autre type de solvant, à partir du moment où il serait par exemple pulvérisé en tant que solvant, c'est-à-dire avec d'autres produits. Il est souvent utilisé dans la plasturgie aussi comme solvant. Et donc, voilà, à partir du moment où il est pulvérisé sous pression, on peut le retrouver sous forme de gouttelettes qui va s'évaporer. Donc on est typiquement sur du composé semi-volatile. Alors j'ai une dernière question de Cédric Balmin, c'est une question que moi je ne comprends pas, donc je vous la livre comme telle. Si vous voulez me la traduire, tant mieux. Où trouver un substitut de produit CMR? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis en évidence le fait qu'il y avait un produit cancérogène, D'accord. mutagène, Par contre, on reprotoxique, le remplace. il faut le substituer. Oui. Alors quand c'est un produit de dégradation, comme les matériaux plastiques, c'est compliqué, hein, parce que c'est un produit de dégradation, on ne le contrôle pas. En revanche, s'il rentre dans la composition du produit, là aussi, il y a toute... je parlais tout à l'heure des fiches d'aide au repérage, il y a aussi des fiches d'aide à la substitution par profession sur le site INRS qui permet de répondre à cette question. J'aimerais quelques précisions, Monsieur Glorenec. Dans la présentation que j'ai faite de vous, que vous m'avez donnée d'ailleurs, j'ai précisé que vous travaillez à la fois sur des mesures biologiques, ça c'est l'épidémiologie, et comme ce que vous venez de nous montrer, sur des données et une simulation Monte-Carlo, enfin de la modélisation. Quand est-ce qu'on fait l'un, quand est-ce qu'on fait l'autre? Est-ce que tout cela est complémentaire? Qu'est-ce qu'apporte l'un, qu'est-ce qu'apporte l'autre? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, c'est vrai que donc là c'était de l'évaluation des risques donc fondée sur la modélisation où souvent on essaie d'évaluer le risque qui est attribuable à une source en particulier. Par contre, lorsque l'on fait de l'épidémiologie, bien on essaie souvent de savoir si tel ou tel composé ou groupe de composés a des répercussions sur la santé des populations. Et on a souvent recours à la mesure biologique, c'est-à-dire qu'on prélève du sang, des urines, voire des cheveux sur des populations pour mesurer l'ensemble finalement des composés qui sont présents dans le corps humain, quelle que soit la source. Donc cette mesure biologique a l'intérêt pour l'épidémiologiste d'intégrer sur les différentes sources et voies d'exposition et aussi d'intégrer dans le temps. Mais cet intérêt pour voir s'il y a un lien entre une exposition et un effet n'est pas forcément un atout dans une logique de prévention, et c'est souvent celle que l'on a derrière la tête lorsqu'on fait une évaluation des risques, où on cherche à déconvoluer en quelque sorte, à décomposer l'exposition selon les différentes sources pour les identifier et les réduire. Donc oui, vous avez raison, ce sont des approches qui sont tout à fait complémentaires. Et est-ce qu'une évaluation des risques comme celle que vous venez de nous exposer a mobilisé beaucoup de ressources? Est-ce qu'elle est coûteuse et est-ce qu'on peut l'appliquer plus largement au quotidien? Oui, bah là, c'était dans le cadre d'un programme de recherche avec beaucoup de mesures qui ont été faites et puis des méthodes de mesure qui ont été développées pour l'occasion. Et puis aussi des valeurs toxicologiques de référence en mélange qui ont été construites pour l'occasion. Donc ça a mobilisé pas mal de personnes. Ça a été l'occasion de quatre thèses. Donc c'est évidemment pas une démarche que l'on peut faire comme ça dans un cas concret. Par contre, pour les cas concrets, on peut très bien utiliser une méthode, c'est d'ailleurs ce qui est recommandé par la plupart des agences, une méthode itérative où on commence par utiliser des outils simples de cumul des risques composés par composés et qui a plutôt tendance à être protectrice, même si ce n'est pas toujours le cas. Enfin, il y a plus de chances que ce soit protecteur que non protecteur. Et si jamais on voit qu'il y a quelque chose à voir, ben, on peut aller vers des méthodes un petit peu plus complexes. Mais c'est évident que pour des cas concrets, on ne va pas se mettre à développer des méthodes de mesure ad hoc ou calculer des valeurs toxicologiques de référence ad hoc. Mais les méthodes plus simples existent fort heureusement pour les cas de prévention du quotidien qui sont très importants. Avez-vous des questions dans la salle pour M. Albinet, M. Glorenec? Je continue à poser les miennes. Moi, j'en ai encore plein. J'ai été très surprise, M. Albinet, par votre présentation, que j'ai trouvée très intéressante, mais, pardon d'utiliser ce mot, assez édifiante, parce que je ne savais pas ce que vous nous avez présenté dans cette étude. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la communication sur la qualité de l'air, ces composés organiques sont mesurés? Est-ce que l'information passe au grand public? Comment est-ce qu'on fait tout cela? Alors oui, ça aujourd'hui c'est mesuré. Enfin, il y a eu en termes de qualité de l'air et de surveillance réglementaire, ce qui est mesuré, c'est les particules dans l'air ambiant. Et la méthode de mesure de référence, c'est du prélèvement sur filtre et des pesées. Ensuite, en France, ce qui a été choisi, c'est des mesures automatiques avec un système spécifique. Et au tout départ, ce système, en fait, il mesurait les particules, mais
à 50 degrés, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait un chauffage, il y avait une perte des semi-volatiles. Et donc ça a changé, je ne me rappelle plus la date, je crois que c'est en 2010, où il y a une évolution du système qui a changé, qui a permis de prendre en compte la fraction semi-volatile des particules. Et là, d'un coup, tout a changé un peu parce que on se retrouvait avec plein de dépassements, des valeurs limites, etc. Quelle fraction? La primaire? La fraction non, je parlais de la fraction juste semi-volatile. D'accord, semi-volatile. Donc maintenant, dans la surveillance réglementaire en France de la qualité de l'air, les deux fractions sont prises en compte, la fraction non volatile et semi-volatile. Et en termes d'organique, on a aussi un réseau de surveillance pour la France qui permet de mesurer justement la composition chimique des particules en temps réel, dont la fraction organique. Et là, ça comprend les deux fractions semi-volatiles et non volatiles. Vous dites en France parce que ce n'est pas partout pareil? Non, parce que ce n'est pas quelque chose qui est réglementaire et on se situe à l'interface. Là, c'est plutôt le travail que l'on peut faire à l'INERIS dans le cadre du laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Donc ça, c'est en lien avec ce que l'on fait en termes d'appui au pouvoir public pour le ministère de l'Environnement. Et donc là, c'est un réseau qui s'appelle le réseau CARA, dans lequel on a ce type d'analyseur. Ce n'est pas partout pareil, puisque ce n'est pas réglementaire, donc ce n'est pas partout en Europe. En Europe, il y a un réseau, mais qui est plus recherche avec ce type d'instrument. Mais ce n'est pas quelque chose de réglementaire. Mais pour le coup, en France, on a des associations de surveillance de la qualité de l'air. Il y en a beaucoup, il y en a une dizaine, qui ont ce type d'instrument, parce qu'en fait, il est très cher, quoi. Il coûte 150 à 200 000 euros, et puis il demande beaucoup de temps pour traiter les données, quoi. Mais on a ce genre d'instrument. J'imagine que ce sont des questions très politiques aussi. Exactement, oui. Merci beaucoup.